Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de débat autour de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Sénégal, notre dossier du jour sera consacré à l'opposition sénégalaise qui est à la quête d'un leader. Au sommaire également, en proie à une crise depuis 2013. Le Soudan du Sud refuse d'être placé sous la tutelle de l'ONU. Le gouvernement du président Salva Kiir l'a fait savoir ce 5 février. Il appelle à un soutien international pour la mise en place de l'accord de paix de l'Union africaine signé en août 2015. Autre sujet d'actualité, 200 policiers rayés des effectifs pour corruption au Rwanda. Transparency International place le pays des 1000 collines en 3e position des pays les moins corrompus d'Afrique subsaharienne. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Moustapha Dramé, qui est le porte-parole et secrétaire général de Réumi France. Bienvenue, Monsieur Dramé. Bienvenue également à Monsieur Touré Maïssa, qui est le coordinateur du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Bienvenue, Monsieur Touré. Enfin, bienvenue, Daouda Tall, notre éditorialiste. Merci, Yara. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'info du jour. Le Soudan du Sud a une nouvelle fois rejeté l'idée d'être placé sous la tutelle des Nations Unies. Le pays est en guerre depuis décembre 2013, un conflit qui a fait des milliers de victimes et plus de 2 millions de déplacés, selon le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Les précisions de Mariama Dramé. Le Soudan du Sud est plus que jamais déterminé à résoudre seul sa crise. Après un premier refus en août 2016, ce dimanche 5 février 2017, le plus jeune État d'Afrique a une nouvelle fois rejeté l'idée d'être placé sous tutelle des Nations Unies. C'est notre droit, c'est notre pays, nous avons lutté pour cela, nous avons obtenu l'indépendance par le référendum. Le peuple du Soudan du Sud a décidé pour son pays, alors personne d'autre n'est meilleur que le peuple du Soudan du Sud. Valider l'accord des Nations Unies revient à placer le pays sous sa gouvernance pendant une période déterminée. Outre son rejet, le gouvernement sud-soudanais appelle la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix négocié par l'Union africaine au détriment d'un régime de tutelle externe qualifié d'ingérence selon certains experts. Les Sud-Soudanais, fiers tels qu'ils sont, donc ils refusent, n'est-ce pas, une pareille idée, et ils voient que de la sorte on ne veut pas accepter qu'ils sont capables de gérer leur pays eux-mêmes, alors qu'il vient de faire la séparation, enfin la sécession du Soudan du Nord. Donc du coup, voilà, il y a un petit complexe par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent ça comme une ingérence étrangère, alors qu'ils viennent juste d'être un État souverain. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud est plongé dans une grave crise depuis 2013. Des combats qui opposent les forces loyales au président Salva Kiir à celles de son ex-vice-président Riek Machar et qui ont fait des milliers de victimes humaines et des millions de déplacés. Dada, un pays placé sous la tutelle de l'ONU, concrètement, ça signifie quoi? Concrètement, ça veut dire que vous transférez votre souveraineté à l'ONU. Et c'est l'ONU qui gouverne le pays, en réalité. Maintenant, bon, je vois qu'il y a un certain nombre d'oppositions à cela. Je pense que ça peut se comprendre, parce que c'est un pays qui est souverain, c'est un pays qui a un président, etc. Mais quand on regarde le conflit aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de morts, les déplacés se comptent en millions, et un peu plus de 2 millions de déplacés. Et je pense qu'à partir de cet instant-là, soit les dirigeants du pays, c'est-à-dire Salva Kiir et son ancien Premier ministre Riek Machar, puissent s'asseoir à nouveau pour pouvoir déterminer véritablement un chemin qui garantisse la paix. Ont-ils vraiment l'envie de retourner autour de la table, si ce n'est pour violer un énième cessez-le-feu? On peut se poser la question, étant donné que le pays a été indépendant, comme on le sait, en 2011, suite à un processus qui a été quand même assez long. On pensait que ça allait être la solution vis-à-vis du conflit avec le Soudan. Même pas 2 ans, les anciens partenaires qui sont devenus présidents, vice-présidents, commencent à s'entretuer, enfin leurs hommes dans un conflit politico-ethnique. Donc même pas 2 ans, ça a volé en éclats.
2 ans plus tard, 2013-2015, un accord de paix en août. Bon, cet accord dit quoi? Cet accord dit concrètement qu'il faut le partage du pouvoir entre Salva Kiir et Riek Machar, qu'il faut que Juba, la capitale, soit en réalité démilitarisée, et ça me semble être une condition aussi importante pour aller vers la paix, et que les hostilités cessent des deux côtés. Bon, je pense que ces deux dirigeants n'ont pas véritablement la volonté, en réalité, est-ce qu'ils ont en tout cas besoin? Est-ce que ce besoin est aujourd'hui urgent au vu de la situation, la crise humanitaire, la crise sécuritaire? Est-ce que le pays en a besoin? Est-ce que cette solution pourrait permettre de résoudre cette crise qui perdure finalement? Dans tous les cas, il faut une solution qui est politique. Hein. Là, nous sommes en face d'un conflit militaire, on va dire, ethnico-politique. Il faut une solution politique parce que, bon, moi je suis sceptique également. Donc, solution politique, c'est parler, discuter autour d'une table, encore une fois. C'est parler, c'est discuter, et surtout, une solution uniquement militaire ne peut pas marcher. Les Nations Unies peuvent venir envoyer des soldats pour démobiliser avec un mandat qui leur permette de garantir à tout prix la sécurité des citoyens sud-soudanais. Et je pense que ça peut se comprendre, mais par contre, s'ils forcent pour trouver la solution par le biais d'un exercice entre guillemets militaire. Mais on voit que ça ne marche pas en fait. C'est peut-être oui, là le problème. Les pourparlers ont été plusieurs fois mis sur la table et ça ne fonctionne pas. Mais juste là-dessus, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer, puisque regardez ailleurs une solution militaire. Le contexte n'est pas le même. En Libye, par exemple, c'est pour des raisons de terrorisme, etc. Là, c'est pour des raisons ethniques, politiques. C'est pas la même chose. Mais évidemment, toute action militaire qui n'est pas sous-tendue, qui n'est pas soutenue en réalité par une solution politique ne peut pas fonctionner à terme. Donc, il faut que les hostilités cessent, que Salva Kiir s'assoie avec Riek Machar sur la base de l'accord d'août 2015. Et s'ils n'y arrivent pas, il faut les contraindre, bien entendu, mais parallèlement négocier une solution politique. Monsieur Dramé, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est une solution, en tout cas pour résoudre une crise, de mettre un pays sous tutelle des Nations Unies? Le problème n'est pas la tutelle. Le problème, c'est ceux qui sont mis sous tutelle. C'est ça le problème. Il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit un conflit ethnico-politique. La substance a une importance capitale, ethnico-politique. Ça commence par justement cette classification ethnique pour devenir politique ensuite, pour qu'on arrive à une situation de guerre. Si les leaders, dans l'état actuel des choses, ont montré leurs insuffisances au gré de leur ego surdimensionné pour trouver une solution politique à cette histoire, ce ne sont pas les populations basées sur les comportements ethniques qui vont trouver ces solutions. Donc il faudrait d'abord que ces leaders sachent qu'il s'agit de l'intérêt des populations. On voit aujourd'hui en tout cas que ces intérêts ne sont pas mis en avant. Riek Machar et Salva Kiir ne s'entendent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez tout dit et c'est là le problème. Donc tant que ces égos surdimensionnés, au nom du pouvoir, ces égos ne sont pas tamisés, on n'arrivera pas à une solution. Donc moi, le fait que ce soit mis sous tutelle de l'ONU ne me gêne pas. Mais qui est l'ONU, que peut faire l'ONU? On a vu l'ONU aussi dans ses insuffisances par ailleurs. Donc ce qui veut dire que la solution interne est d'abord la solution primatiale. Au-delà de ça, toutes les grandes guerres du monde se sont résolues autour d'une table. Donc ils finiront bien par trouver cette solution-là. Sinon, je pense que c'est mal barré pour ce pays et pour des années supplémentaires. Monsieur Touré, vous pensez aussi que la discussion, les pourparlers sont plutôt une voie à envisager plutôt que de placer un pays sous tutelle comme le Soudan du Sud? Je pense qu'ils sont arrivés à un stade où il n'y a plus possibilité de dialogue entre le président et son vice-président. Ça date de 2013. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont signé un accord qu'ils n'ont pas respecté pour des problèmes ethniques ou des problèmes politiques ou des égos. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le fait de dire que l'ONU, on va mettre le Soudan du Sud sous tutelle de l'ONU, peut-être va les pousser à s'attendre sur le minimum. On ne peut pas regarder la population soudanaise en train d'être exécutée et tuée. Moi, je suis pour cette solution, pour qu'au moins la paix puisse se retrouver au niveau du Soudan du Sud et de créer de nouveaux leaders. Parce que le problème du Soudan du Sud, c'est un problème personnel entre deux personnes. Tant que ces deux personnes sont au niveau du Soudan du Sud, il n'y aura pas de solution. Maintenant, avec le sous-tutelle de l'ONU, on trouvera une solution. Soit que ces deux personnes vont disparaître,
ou bien ils vont s'attendre sur un minimum et constituer un gouvernement pour le bien-être de la population du Soudan. Alors on va parler d'un autre sujet qui fait l'actualité, cette fois au niveau du Rwanda où 200 policiers ont tout simplement été licenciés par le gouvernement rwandais pour avoir été impliqués dans la corruption. Le licenciement des policiers a été approuvé lors d'une réunion du cabinet tenue ce vendredi dernier. Elle a été présidée notamment par le chef d'État Paul Kagame. On fait le point tout de suite avec Gladys Mwamba. Près de 200, c'est le nombre de policiers rwandais récemment licenciés pour corruption. Une décision prise le 3 février 2017. La sauvegarde de l'état de droit et l'intégrité sont entre autres les valeurs invoquées par le chef de l'État, Paul Kagame, après ces licenciements massifs. Parmi les officiers de police congédiés figurent plusieurs hauts gradés, tels qu'un surintendant de la police, 4 inspecteurs en chef ou encore 23 inspecteurs. Tous sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin. La lutte contre la corruption, que ce soit au sein de la force ou dans d'autres institutions, reste forte. Le slogan est le même, pas de pitié pour un officier corrompu, ce qui signifie un licenciement automatique. Dans le classement de Transparency International sur la perception de la corruption daté de 2015, le Rwanda se porte bien. Le pays est 44e au niveau mondial, 4e sur le continent africain et 1er en Afrique de l'Est. Pour conserver ce palmarès, les autorités entendent intensifier les mesures anticorruption. Il y a l'instauration de mécanismes de contrôle, d'inspection à tout niveau, c'est-à-dire des fonctionnaires chargés de contrôler d'autres et qui en ont les compétences. Il y a l'auditeur général au très haut niveau. Il y a une commission nationale des droits de la personne. Il y a la sensibilisation de la population. En 2016, les tribunaux rwandais ont jugé et condamné 121 personnes reconnues coupables de corruption. La plupart étaient des fonctionnaires de l'État. Un récent rapport publié par la Banque africaine de développement démontre que les pertes du continent africain sont estimées à près de 148 milliards de dollars par an à cause de la corruption. Là, vous avez des dizaines de policiers qui acceptent des pots de vin et de façon régulière. Est-ce que finalement ça remet en cause l'ensemble du corps policier rwandais ? Pas du tout, mais je pense que c'est une mesure qui est à saluer. Quand vous avez des éléments qui, entre guillemets, pourrissent un corps qui normalement est un corps noble, parce que la police est là pour assurer la sécurité intérieure du pays en question, le Rwanda, il faut pouvoir enlever ce qui ne va pas dans ce corps moralement constitué à la base, qui a une mission régalienne. Et je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, ça ne remet pas en cause l'ensemble de la police. Et d'ailleurs, ceux qui restent prendront exemple sur ce que le président Paul Kagame est en train de faire pour lutter contre la corruption. Monsieur Dramé, la corruption se porte bien partout en Afrique, sauf au Rwanda, finalement, on a l'impression. Il fait d'ailleurs partie des pays les moins corrompus, en tout cas en Afrique subsaharienne. Qu'attendent les autres pays, finalement? Il faudrait dire d'abord une chose, c'est que quand il y a corrupteur, il y a corrompu. D'accord? Donc ça va ensemble en général. Mais dans le cas, en l'espèce du Rwanda, c'est quand même dommage qu'on en arrive là, mais c'est quand même bien de faire un exemple. Même si la politique de lutte contre la corruption devait s'arrêter à ces 200 personnes, c'est déjà un pas en avant dans la mesure où ça va servir d'exemple à ceux qui sont tentés, ceux qui ont déjà tenté et ceux qui seront tentés. Donc déjà, ça peut imposer la crainte finalement. Très bien, c'est très bien. Cette expérience-là est déjà très bien. C'est ce qu'on n'en a pas vu par ailleurs, hein, pour parler du Sénégal par exemple. On y reviendra certainement. Donc pour moi, oui, c'est déjà très bien d'avoir au moins essayé. On peut lui rendre grâce. Bon, pour un pays qui a connu plus de 800 000 à 900 000 morts lors des derniers génocides, et un pays qui est en train de se développer, vous l'avez dit tout à l'heure, 44e mondial, 4e au niveau de l'Afrique est en train de se développer, qui a des ressources, il est temps en effet que les populations sachent que ce qui doit leur revenir doit être géré de façon correcte par ceux qui les dirigent. Si ce n'était pas le cas, évidemment, la gangrène ne s'arrêtera pas et du sommet jusqu'à la base, il va falloir régler tout ça. Mais attention, il y a quelque chose qui est très important, état de droit. État de droit, on te dit. L'état de droit, ça commence par le sommet, ça commence par l'État. Donc l'entité exemple, et ensuite les autres suivront. Justement, il faudrait d'abord qu'au sommet de l'État, on ait cet exemple pour que la base puisse être traitée ou jugée de cette manière. Monsieur Touré, ce qui est intéressant pour le cas du Rwanda, c'est aussi qu'on incite finalement les autres Rwandais à dénoncer finalement leurs compatriotes pour éviter que ce fléau se répande. Est-ce que c'est une piste que devraient suivre les autres pays, d'après vous ?
Non, je pense que moi, c'est une mesure salutaire que nous tous, nous devons saluer. Mais je suis contre la dénonciation. Ça crée des substitutions. En tout cas, pour le cas du Rwanda, on protège les dénonciateurs et aujourd'hui, ce sont eux qui permettent Par exemple, les gens peuvent avoir des problèmes ethniques ou autre chose, se dénoncer entre eux. Mais la corruption doit être combattue en Afrique. Comment ? On ne peut pas se développer sans combattre la corruption. On l'a dit tout à l'heure, l'Afrique perd 148 milliards de dollars par an à cause de grâce à la corruption. Maintenant, c'est une mesure salutaire. On demande aux nos dirigeants africains de prendre des exemples. Donc si on ne dénonce pas, quels sont les outils, d'après vous, qu'on devrait mettre en place si la population ne participe pas à cette dénonciation? On doit former la population à participer à la lutte contre la corruption. Donc au niveau des mentalités. Et a dit tout à l'heure, s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Maintenant, il faut participer à la formation de la population, leur former, d'éviter la corruption. À chaque fois qu'il y a corruption, il y a un corrupteur. Maintenant, il faut mettre les deux personnes au même pied d'égalité, ceux qui dénoncent, qui ont été des corrupteurs et ceux qui ont été corrompus. Je pense que pour que, on a dit tout à l'heure, le Rwanda est le 4e pays le plus développé en Afrique. Et si on voit en 1996, où était le Rwanda, aujourd'hui où est le Rwanda, nous devons saluer les mesures prises par le président rwandais en luttant contre la corruption. Moi, je crois au niveau des solutions, c'est d'abord la prise de conscience par les populations qu'effectivement quelque chose est en train de se passer dans le pays et qu'il faudrait que chacun intervienne. Il a dit tout à l'heure au niveau des dénonciations, certainement ça peut porter préjudice lorsqu'il y a un problème particulier délocalisé qui n'a rien à voir avec ça et qu'on se dénonce certainement. Mais c'est quand même important que justement ces populations, au vu, au su des preuves concrètes, disent ce qu'elles ont vu pour pouvoir... Sinon, l'État a en général, je dirais, tout l'arsenal nécessaire pour lutter contre la corruption, donc des services généraux jusqu'aux services fiscaux, la police, la gendarmerie, quitte à ajouter une brigade spéciale qui ne s'occupera que de ça, les former justement pour ça, moi je suis partant. Merci. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.